Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une langue vraiment unique, une langue qui a été créée pour résoudre un problème mondial et qui, figurez-vous, a trouvé une communauté bien vivante juste ici, au Canada. Pensez-y une seconde. On vit dans un monde où on peut envoyer une vidéo en 4K à l'autre bout du globe en un claquement de doigts. C'est fou, non? Et pourtant, malgré toute cette technologie, il y a une barrière, un obstacle fondamental qui, lui, ne bouge pas. Eh oui, c'est ça, le mur, la barrière de la langue. C'est un point de friction énorme dans notre société mondialisée. Et ce n'est pas un nouveau problème, c'est un truc qui existe depuis toujours en fait. Alors, ce problème linguistique mondial, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, ce mur dont on parle, au fond, c'est bien plus qu'un simple obstacle. C'est une question d'inégalité, une inégalité qui est vraiment au cœur de toutes nos communications. Le déséquilibre, il est là. D'un côté, les locuteurs natifs. Ils ont ce qu'on pourrait appeler l'avantage du terrain, que ce soit en affaires, en politique. Ils sont à l'aise. De l'autre, eh bien, tous les autres. Des milliards de personnes qui doivent s'exprimer dans une langue qui n'est pas la leur. C'est un désavantage énorme, et ce dès le départ. Alors, face à ce problème qui semble insurmontable, une idée un peu folle, une idée radicale a germé. Et si la solution, c'était de créer une langue de toutes pièces? Et cette langue, c'est l'espéranto. Ce n'est pas comme le français ou l'anglais, des langues qui ont évolué, changé avec le temps. Non, l'espéranto a été conçu, pensé, pour être facile, logique. Mais le plus important, le point clé, c'est sa neutralité. Il n'appartient à personne, et donc à tout le monde. Son créateur, L.L. Zamenhof, à la fin du XIXe siècle, avait une vision. Il voulait un système complètement détaché des nations, des religions, de la politique. L'objectif était simple, mais ambitieux. Permettre à deux personnes de se parler d'égal à égal en tant qu'être humain, sans tout le bagage culturel ou historique qui vient avec une langue nationale. Bon, tout ça c'est la théorie, c'est l'idée de départ. Mais une langue, ça ne vit pas que sur le papier. Une langue, au fond, c'est inutile si ça reste juste dans un dictionnaire. Il lui faut des gens, une communauté active pour la faire vivre. C'est là que tout se joue, pas dans les règles de grammaire, mais dans les conversations de tous les jours. Et le succès de l'espéranto, on le voit ici. Ce n'est pas une idée abstraite. Ce sont des gens, des communautés bien réelles, partout dans le monde, qui se réunissent et qui parlent cette langue. C'est ça, la vraie preuve que ça fonctionne. Et au Canada alors? Eh bien, ici, tout ça est porté par l'Association canadienne d'espéranto, l'ACEA. C'est une association qui reste fidèle à l'esprit de Zamenhof, totalement neutre, sans attache politique ou religieuse. Leur but, c'est juste de connecter les gens. Alors voyons un peu comment ce grand projet mondial se concrétise ici, chez nous. Comment ça se passe, l'espéranto, à travers le Canada? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette communauté est vraiment active? On imagine peut-être quelques passionnés qui se retrouvent de temps en temps, mais est-ce que c'est vraiment ça? Vous allez voir, la réalité est assez surprenante. Regardez-moi cette carte, c'est incroyable. Chaque petit point, c'est une rencontre, un événement. On ne parle pas d'un petit club isolé là, on parle de centaines de rendez-vous, que ce soit dans des cafés ou en ligne, et ce partout au pays, de Halifax à Vancouver. Si on zoome un peu, on voit que c'est super varié. À Halifax par exemple, on a des cafés Joe. À Montréal, c'est des rencontres informelles au resto. Dans les prairies, ils ont le Praria Comzico, leur rencontre virtuelle. Pareil à Vancouver. Et à Victoria, j'aime bien le nom, le café des idées à explorer. C'est la preuve que c'est un réseau bien vivant, bien ancré dans le local. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui pousse des gens aujourd'hui à apprendre l'espéranto? En fait, il y a plein de raisons. Pour certains, c'est juste la curiosité, le plaisir de la langue. Pour d'autres, c'est un moyen d'accéder à des livres du monde entier sans passer par une traduction anglaise. C'est aussi un outil génial pour voyager, pour vraiment rencontrer les gens. Et puis, il y a cette idée, ce fil rouge qui relie beaucoup de monde, l'idée que mieux se comprendre, c'est un pas vers la paix. Et l'ACEA, elle participe à créer cette culture commune. Prenez cet exemple, la traduction de classiques comme Le Petit Prince, La Eta Princo. C'est une façon de construire un héritage culturel partagé, une bibliothèque commune pour tous les espérantistes, peu importe d'où ils viennent. Il y a une analogie que je trouve parfaite pour décrire ça. C'est l'idée qu'apprendre l'espéranto, ce n'est pas tant apprendre de la grammaire. C'est plutôt comme obtenir un passeport unique qui ouvre toutes les frontières. Bon, alors si tout ça vous intrigue, la question c'est comment on fait pour se lancer? C'est une invitation ouverte. Et la première chose à savoir, c'est que c'est super accessible. Pas besoin d'être un pro des langues. La communauté est vraiment pensée pour accueillir tout le monde, surtout les débutants. La porte est grande ouverte. C'est même très simple, il suffit d'aller voir en ligne sur le site de l'Association canadienne d'espéranto. On y trouve un calendrier avec tous les événements et il y a plein de rencontres spécifiquement pour les débutants pour se lancer tranquillement.
Finalement, quand on pense à la barrière de la langue, ça paraît être un problème immense, global, presque insoluble. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'une partie de la solution, eh bien, elle n'est peut-être pas si loin. Elle est peut-être juste là, au coin de la rue, dans un café. Attendons patiemment qu'une conversation commence.